C'est l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Cette semaine encore, nous retrouvons l'écrivain Alain Damasio. Alors la semaine dernière, nous avons discuté avec lui de comment nommer l'époque, mais aussi de technologie, smartphone, IA, de musique et de rap aussi. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre discussion, mais avant cela, nous allons écouter un extrait sonore choisi par Alain Damasio. Il s'agit d'une scène extraite du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. C'est la scène durant laquelle Dave, un des astronautes, va débrancher le supercalculateur Hall. Monsieur Langlais était mon instructeur. Et il m'a appris à chanter une chanson. Voulez-vous l'entendre? Je peux vous la chanter. Oui, c'est ça, chante-la, Karl. Chante-la pour moi. La chanson s'appelle « Au clair de la lune ». Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai Alors du coup, pourquoi avoir choisi de nous partager cet extrait ? Bon, d'abord parce que c'est un extrait qui, pour moi, d'un point de vue émotionnel, affectif, est très fort, parce que c'est mon frère qui faisait ces cassettes qui étaient géniales, où il mixait de la New Wave avec des extraits de films. Je me souviens aussi, il y avait Shining, il y avait des trucs fantastiques. Et donc, j'ai dû l'écouter 50, 60, 100 fois, j'en sais rien, ce moment-là. Pour moi, tu te dis quand même 2001, 1968, c'est la première fois, je pense, qu'on voit justement une intelligence artificielle mise en scène comme un antagoniste, quoi, comme un antagoniste ultra intelligent, ultra malin aussi, ultra sournois, qui anticipe ce qui arrive vraiment maintenant, quoi. Donc, ouais, une petite anticipation quand même de quasiment 60 ans. Et c'est fantastique parce qu'il a réussi à restituer justement d'une façon totalement affective qu'est-ce que ça voudrait dire débrancher une IA, quoi. Qu'est-ce que ça voudrait dire quand l'IA reviendrait à son stade enfantin. Et t'as ce moment où elle chante au clair de la lune, etc. Et il a trouvé, je trouve, c'est super dur à faire. Quand tu es auteur de science-fiction, tu te dis, mais comment je fais ça? Comment je restitue ça? Comment je métaphorise ça? Comment je mets en scène ça, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire débrancher une IA, tu vois? Et on le voit débrancher les cartes mémoire une par une. Et plus il débranche les cartes mémoire, plus tu vois l'IA au début de son apprentissage, parce qu'il forme l'IA. C'est déjà du deep learning, c'est déjà des IA qu'on peut, il a déjà tout compris, Kubrick, c'est déjà des IA qu'on va former, que l'être humain va former, qu'on va nourrir de données, à qui on va apprendre, on va nourrir l'algorithme, etc. Et là, tu vois qu'au tout début, ils lui apprennent, comme pour un enfant, ils lui apprennent à chanter au clair de la lune, ils lui apprennent des choses. Et c'est super beau quand il revient à ce moment où l'IA chante au clair de la lune, parce que tu te trouves ému par une IA qui va perdre ses capacités, quoi. Et c'est un truc impossible à faire normalement, quoi. Tu vois, tu peux pas créer l'empathie avec une IA, quoi. Et il arrive à le faire, quoi. Et je trouve que c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est vraiment. C'est la première fois que j'ai été ému par une IA, quoi. Voilà, c'est grâce à Kubrick. Alors merci, j'aimerais désormais me questionner avec vous sur ce que c'est que d'être vivant, justement. Vous expliquez dans une de vos interviews qu'être vivant, c'est se confronter à ce qui n'est pas soi, c'est être traversé par l'altérité. Or, vous expliquez que l'époque a un problème avec l'altérité, qu'elle ne sait plus vraiment comment l'accueillir, l'accepter, nouer avec elle, s'y articuler. Pourquoi ces liens ils sont brisés et comment est-ce qu'on peut individuellement, mais aussi collectivement, renouer avec cette altérité ? Moi, je trouve que c'est vraiment une question centrale, ça, c'est vraiment une question cruciale. Moi, quand on parle de lire l'époque, je la lis vraiment à l'aune de ça, quoi. Voilà, c'est là, on est en plein dans la guerre, voilà, Gaza-Israël, on est en plein là-dedans, quoi. C'est-à-dire que il y a un moment donné où l'autre est plus considéré comme un être humain, quoi, peut plus être assimilé, accepté, accueilli dans son altérité.
Et quand tu arrives à ça, bah, tu objectives absolument l'adversaire et tu peux parfaitement le massacrer. Voilà, massacrer des bébés, débrancher des couveuses, bombarder 5000 gosses, parce qu'en face, il y a absolument une étrangeté totale. C'est-à-dire que pour eux, c'est des aliens. Voilà. Les Palestiniens sont des aliens pour l'armée israélienne, comme pour le Hamas, les Juifs ont été des aliens, quoi. C'est-à-dire que il n'y a plus l'altérité, elle devient radicale, et il n'y a plus ce point d'empathie ou ce lien minimal qui fait que tu reconnais en l'autre l'humanité que tu as en toi. Donc, moi, je crois, et ça c'est ma conviction, je crois que cette espèce de rencontre avec le numérique et la technologie n'a pas du tout aidé, contrairement à ce qu'on dit ou pense souvent. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, le lien numérique à distance. Alors oui, tu as toujours les exemples de gens qui discutent avec des Canadiens, avec des papous, avec, je dis n'importe quoi, avec des balinais, etc., à distance, et tu te dis, ouais, c'est extraordinaire. Mais par rapport à ces tout petits exemples qui sont presque anecdotiques, la vérité, c'est qu'il y a des bulles de filtre énormes qui se sont constituées, il y a des communautés, même les algorithmes comme ceux de Facebook, etc., ont construit ces bulles de filtre, ont construit ces bulles de filtre communautaires. Même Twitter est un système de clash, c'est un algorithme de clash, mais qui a construit des camps, tu vois. Et que du coup, le fait de vivre dans ton technococon, le fait tout simplement d'avoir un smartphone qui te filtre les appels, rien que de filtrer les appels, les premières fois qu'on a eu des répondeurs téléphoniques et qu'on pouvait désynchroniser l'appel, c'est-à-dire on pouvait ne pas répondre et laisser le message sur répondeur et accepter d'y répondre ou pas y répondre. C'est pareil sur les mails, c'est pareil sur plein de choses. Tu commences à désynchroniser les rapports humains. Et la technologie te permet ça. Et c'est extraordinaire dans la virtuosité que ça te donne par rapport au rapport. Tu peux zapper quelqu'un, tu peux ghoster quelqu'un, tu peux larguer par SMS, tu peux gérer le... Mais la vérité, c'est que le fait de ne pas être obligé d'être confronté à l'altérité, le fait que tu puisses t'abstraire de cette confrontation, que tu puisses t'isoler, que tu puisses choisir les bulles de fil dans lesquelles tu vis, ça fait qu'on devient de moins en moins capable, pour moi, d'avoir cet effort. Parce que ça demande un effort de se confronter à ce qui n'est pas soi. Alors, tu ne te confrontes plus à la cuisine de l'autre, tu manges plus ce que l'autre mange ou les autres cultures mangent, tu danses pas sur des musiques qui ne sont pas les tiennes, tu lis pas des livres qui te parlent d'autre chose, tu regardes pas des séries qui t'amènent dans d'autres cultures ou des documentaires qui vont... Et pour moi, il y a une réduction de la capacité à assimiler l'altérité. Voilà, moi, c'est vraiment ma conviction. Je pense que ça a aidé dans l'outillage de la paresse qu'amène la technologie, dans la loi du moindre effort qu'elle facilite. Il y a le fait que se confronter à l'autre, c'est un putain d'effort. Ça demande une énergie, ça demande une disponibilité, ça demande une écoute. Et tout ça, c'est pas naturel en vrai. Ce qui est naturel, c'est d'être avec des gens qui sont comme nous, c'est d'être dans l'entre-soi, c'est d'être avec des gens qui te comprennent immédiatement, c'est d'être avec des gens qui ont la même culture que toi, qui ont les mêmes références, qui ont les mêmes livres, qui ont lu les mêmes, etc. Dès que tu te confrontes à ce qui est hors de ça, bah tu rentres dans une logique d'effort, dans une logique éprouvante, dans une logique... parfois agressif parce que tu comprends pas les codes qui est en face ou les gens t'écoutent pas ou toi tu as du mal à les écouter, etc. Et ça, cette énergie que ça demande, ben, on la dépense de moins en moins. Donc on est dans des logiques de plus en plus identitaires pour moi. Et quand, alors je vais dire des trucs qui vont paraître aberrants, mais pour moi la montée de l'extrême droite, elle est corrélée aussi au technococon, elle est corrélée et l'espèce d'imaginaire de plus en plus anxiogène qu'on a développé sur les migrants, qui était absolument pas l'imaginaire qu'on avait dans les années 70 ou 80. Maintenant, tu peux pas parler d'immigration ou de migrants sans générer une peur, une terreur, toute une anxiété qui est complètement infondée, qui est complètement absurde. Mais cet imaginaire, il a pu être construit parce qu'on est dans nos bulles, quoi. Voilà, parce qu'on n'est pas confronté en fait avec l'altérité, donc on peut te faire fantasmer des choses, quoi. Et le fantasme que l'extrême droite porte, il est devenu relativement hégémonique, malheureusement, en tout cas beaucoup présent. Donc ouais, donc si tu reviens au vivant, pour moi, c'est encore ce que je disais aussi sur la métabolisation, c'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir métaboliser ce qui est hétérogène, ce qui n'est pas toi, c'est une preuve qu'on est un peu moins vivant pour moi. Voilà, c'est que moi, je dois pouvoir métaboliser des cultures qui ne sont absolument pas les miennes, écouter des musiques qui ne sont pas les miennes, manger une cuisine qui n'est pas la mienne, etc. Et accepter des gens qui ne sont pas de chez moi. Voilà, tu sais, les gens, tu le vois à la campagne, c'est ah ouais, ils ne sont pas de chez nous. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Donc, c'est à la fois cette faculté à sortir hors de soi et à aller chercher cette altérité et la capacité aussi à faire que cette altérité, que tu acceptes qu'elle rentre en toi, qu'elle accepte qu'elle te perturbe, qu'elle te secoue, qu'elle te met mal à l'aise, etc. Et qu'elle te trouble, quoi, tu vois, comme le truc de Donna Haraway, trouble dans le genre, c'est de dire, bah ouais, quand quelqu'un, au début, t'es paramétré pour voir des hommes et des femmes, quand quelqu'un est entre les deux, quand quelqu'un est trans, quand quelqu'un joue sur cette indistinction
des genres, et ben, t'es troublé, quoi. Et il faut accepter que tu sois troublé et te dire, et pas dire non, non, je suis pas troublé, faire semblant que t'es pas troublé. Non, t'es troublé, quoi. Parce que t'es attiré sexuellement, puis t'es repoussé sexuellement, puis ça te met dans un état de désir qui est bizarre, quoi. C'est des codes androgynes, c'est des codes dont t'as pas l'habitude. Et ben, ce trouble, il est hyper précieux parce que, ben ouais, il te renvoie à tout ton quadrillage, tout ton codage de genre, il te renvoie à la façon dont tu as construit ton désir sexuel, il te renvoie à plein de choses. Et le fait d'accepter ce trouble, ben, ça va te rendre un peu plus vaste, quoi. Ça va te rendre un peu plus grand, ça va te rendre un peu plus riche. Et c'est pareil avec les races, c'est pareil avec les autres cultures, c'est pareil avec tout, quoi. Enfin, ce qu'on appelle les races, hein, évidemment, qui n'existent pas. Mais voilà, donc ouais, pour moi, c'est vraiment. Donc pour moi, je lis ça, tu vois. Et beaucoup de gens lisent le racisme, le sexisme et toutes ces choses-là, le spécisme, à l'aune de la morale. Moi, je pense que c'est absolument pas la bonne approche. Moi, j'ai pas du tout une approche morale de ces sujets, j'ai une approche vitaliste, quoi. C'est-à-dire que pour moi, être ouvert, être fluide de genre, être ouvert aux autres cultures. Moi, j'aime pas dire antiraciste, antisexiste, etc. Je trouve qu'on n'a pas besoin de deux négations pour dire quelque chose de positif. Voilà. Moi, simplement, je dis ouvert. Voilà. Je suis ouvert ou j'essaye d'être ouvert. Le fait d'être ouvert, c'est simplement que ça me rend plus vivant. Voilà. Et que moi, j'analyse les choses à l'aune de la vitalité. Pour moi, c'est plus intense, c'est plus vivant, c'est plus riche, c'est tout. C'est pas plus moral, je m'en fous que ce soit plus moral ou moins moral, ça m'intéresse pas le problème de la moralité. Je trouve que dès qu'on est dans la moraline, on s'interdit de réfléchir intelligemment, quoi. On dit oui ou non, on dit c'est le mal, c'est le bien, mais c'est pas le problème. Est-ce que ça nous rend plus vivants? Voilà. Et ben oui, ça nous rend plus vivants d'être ouverts. C'est tout. Donc c'est pour ça que moi je vais à l'ouverture et que je considère que le racisme est simplement un appauvrissement parce que ça nous rend moins vivants. Voilà, c'est tout. Et alors, concernant notre rapport au vivant, mais avec un S ce coup-ci, c'est aussi un de vos sujets de questionnement. Vous avez écrit, vous en parliez, l'école du vivant, et vous avez aussi écrit, par exemple, la postface du livre de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant. Donc, on a aussi justement une émergence de tous ces nouveaux récits du vivant. Et c'est vrai qu'ils sont assez poétiques. Mais ma question, c'est est-ce qu'on a un véritable avenir de composition avec tous ces vivants, ou est-ce que tous ces récits seraient plutôt en fait de l'ordre de l'utopie et ils renverraient à une certaine forme de réattachement avec la nature? Ouais, je trouve ta question, elle est hyper intéressante parce que je crois que c'est ambigu pour plein de gens et c'est ambigu dans les tendances de fond qu'on a actuellement. C'est-à-dire que, moi je le dis toujours, tu vois, on est passé pour moi un peu du cyberpunk au biopunk, c'est-à-dire qu'on est passé d'un imaginaire qui disait le couplage avec la machine, l'articulation avec la machine, la fusion avec la machine va nous émanciper, va nous ouvrir, va libérer l'homme, va nous augmenter, va nous rendre plus vastes, quoi. Et que cette promesse, moi, en tout cas, moi, c'est ma conviction, elle a été trahie par le numérique, puisque le numérique est devenu une machine à optimiser la dépendance. Donc, ça s'est opposé complètement à ces logiques de libération. Même si, encore une fois, évidemment, dans le smartphone, dans les réseaux, il y a plein de vecteurs émancipatoires et que la question, c'est plutôt l'art de vivre avec la technologie que de dire la technologie en soi serait aliénante, quoi. C'est plus la façon dont ils ont construit les outils, les plateformes, les applis, qui a maximisé la dépendance, mais tu as toujours une façon de l'utiliser qui soit libératoire, je pense, quoi. Par rapport au vivant, ce qui est super intéressant, c'est de se dire, est-ce que ce qu'on appelle la reconnexion au vivant, le renouement au vivant, les mécanismes de tissage, moi j'aime beaucoup le mot tisser parce que pour moi c'est un ensemble de fils. Il y a pas, je suis vraiment contre cette idée d'un sentiment océanique ou si tu veux, d'un renouement avec le vivant, avec la nature, comme un bloc, comme les gens qui enlacent un arbre et qui disent ça y est, j'ai renoué avec la nature, ou je me suis baigné dans une rivière. Non, c'est ce que dit super bien Baptiste Morisot. C'est le lien qu'on a avec le vivant, c'est une multiplicité, c'est une polyphonie de liens interindividuels en quelque sorte. C'est-à-dire que tu vas avoir un lien avec la maison charbonnière parce que tu la vois tous les jours, tu la nourris, elle vient sur ta table, tu lui donnes des miettes, tu reconnais son cri d'alerte. Moi, c'est ce qui se passe maintenant dans les Alpes. Je peux reconnaître le cri d'alerte, je peux reconnaître le cri de reproduction. Pareil sur le Puyo Véloce. Donc, tu apprends à reconnaître, à vivre avec, à savoir comment ils migrent, qui vont pas être là 6 mois de l'année. Tu as le circassien Jean Leblanc qui revient au bout de 6 mois. Tu sais que c'est un serpentaire qui va bouffer les couleuvres que tu as vues, etc. Enfin, tu as tout un ensemble de choses qui se tissent. Mais c'est des rapports avec telle espèce, tu vois, ou tel individu de telle espèce. On a beaucoup de vautours fauves, par exemple, là-haut. C'est pareil. Quand les vautours fauves arrivent, tu te dis, putain, ça t'indique qu'il y a peut-être une carcasse, il y a peut-être une attaque de loup. On a beaucoup d'attaques de loup là-bas. Donc, ça veut peut-être dire qu'il y a eu effectivement, on va trouver une brebis qui est à moitié. Donc, le vautour fauve va t'indiquer les choses. Donc, tu vois, c'est tous des liens que tu vas commencer à faire. Donc, mais c'est des liens, si tu veux, c'est des fils. Voilà, c'est des fils et ça forme au bout d'un moment un tissu. C'est-à-dire que tu te sens inséré dans un tissu du vivant et tu vois les liens entre les vivants entre eux, les interdépendances entre ces vivants. Et tout d'un coup, tu commences à te sentir inséré dans quelque chose
qui excède ce que t'es toi. Voilà. Et tu sens que toi, ce que tu fais avec ton compost, ce que tu fais en te déplaçant, ce que tu fais en randonnant, ce que tu fais quand tu vas dans une rivière, ce que tu fais quand tu donnes de la bouffe pour tel ou tel oiseau, ça crée aussi des interdépendances et tu circules. Ça, si tu veux, il y a ce côté-là. Mais tu as toujours le fait de dire, est-ce que je suis juste dans une approche, comme tu dis, poétique, c'est-à-dire que le vivant, ça reste en fait de la nature, c'est-à-dire en fait un environnement, c'est-à-dire que je suis au cœur du truc, et autour de moi, tu as comme un cyclo, tu sais, au cinéma, où tu as des arbres magnifiques, où tu vois des renards, effectivement, moi je vois des lièvres le matin, je vois des renards, machin, et puis finalement c'est un beau décor, et je suis content de vivre là-bas, mais finalement, qu'est-ce qui se passe de plus que simplement des moments spéculaires de vision, des animaux qui passent, donc c'est une vraie question, et la poésie que tu peux associer à ça, quoi. Donc, pour moi, vraiment, tu passes à un stade qui commence à devenir intéressant dans ce rapport au vivant, et là, c'est encore Baptiste Baptiste Morisot qui m'a fait comprendre ça, quand tu nourris une culture du vivant, il appelle ça, lui. Et il dit très bien, il dit, attention, c'est culture au sens culture du foot, c'est culture au sens culture culinaire, culture de la cuisine, c'est culture au sens culture du rock, quoi. C'est-à-dire que c'est des pratiques, c'est des savoir-faire. Par exemple, tu pars dans la forêt et tu sais reconnaître un sanguin, tu sais reconnaître un bolet, tu sais reconnaître une alamite mouche, tu sais reconnaître une lépiote élevée, et tu sais que ça c'est ramassable, ça c'est comestible, ça tu peux le cuisiner, tu sais comment le cuisiner, tu vois, et ça devient une façon de manger, et ça devient une façon de te faire plaisir, et de faire ta petite rissolade avec les lépiotes élevées, etc. Et donc c'est des savoirs. C'est des savoirs, mais que tu vas mettre en pratique, tu vas utiliser. Nous, on a beaucoup d'églantiers, donc on a les cynorhodons. Tu sais que le cynorhodon, il faut qu'il est gelé pour pouvoir le récupérer et faire de la confiture qui va être 5 fois plus puissant en vitamine C que l'orange, etc. Donc, tu vois, ça va être des trucs que tu ramasses, des trucs que tu transformes, des trucs que tu manges, des choses. Tu vas en rivière, tu vas te baigner, tu sais qu'à cette époque de l'année, putain, tu peux passer le passage où il y a la grosse cascade parce que le courant est un peu moins fort. Enfin, c'est tout un ensemble de choses que tu es capable de vivre, d'intégrer. Et là, tu es dans autre chose. Tu es plus que dans du savoir. Pareil, le pistage, quand tu pistes avec Baptiste, tu vois, il te montre les chevreuils qui sont passés, il te montre les traces de loup, il te montre les crottes de loup, il te montre. Et en fait, tu apprends à lire le sol, ce que je faisais jamais avant quand je randonnais. Moi, j'ai beaucoup randonné, mais je ne lisais pas le sol. Tu apprends à lire. Et à partir de ce que tu lis, tu sais la présence des animaux, non seulement la présence, mais ce qu'ils ont fait, selon la position des traces, selon l'endroit où ils ont. Donc, tu vois des bouts de poils, tu sais qu'il est passé par là, tu sais qu'il y a une couche là, au niveau des chevreuils, parce que tu vois les herbes couchées, il y a plein de choses que tu intègres. Et là, tu es dans une narration aussi, mais qui est concrète, c'est les traces laissées par les mammifères. Donc là, pour moi, il se passe quelque chose, voilà, qui excède la simple poésie. Mais c'est long, c'est long. Moi, je rentre là depuis 2-3 ans dans cette culture-là, j'essaye de l'acquérir, et je trouve que c'est très lent, et je trouve que je suis très agacé que ça soit si lent. Je suis très agacé de ne pas sentir plus vite les choses. Je suis très agacé de ne pas apprendre plus vite les choses. Mais parce qu'on hérite d'une coupure qui a au moins 4 siècles et sur lequel on a vraiment fait exprès de considérer que les espèces autour de nous n'existaient pas, n'étaient pas sentientes, n'avaient pas d'attentionnalité ni de perception. Parce que sinon, on n'aurait pas pu les exploiter, quoi. Tu vois, si tu commences à réfléchir à ce que vit la vache, à ce que vit la brebis, si tu commences à réfléchir à la sentience de l'arbre avec le mycorhize et le truc, tu vas avoir beaucoup de problèmes à couper ton arbre, quoi. Tu vois, tu vis les choses vraiment différemment. Donc, et si tu ne peux pas couper des arbres et exploiter tout, l'espèce humaine ne se développe pas. Donc, il y a vraiment une corrélation très forte entre le fait de refuser, d'avoir un déni total, de dire ces espèces vivantes-là ont aussi des capacités qui sont très proches de l'humain, et donc je dois en tenir compte. Et pareil pour le végétal. Il faut pas que tu te dises ça si tu veux exploiter le monde. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on revient là-dessus, ce qui fait que ça modifie absolument tout, quoi. Tu vois, donc ta perception du monde change, et quand la perception du monde change, tu peux plus faire les mêmes choses, quoi. Donc ouais, c'est plus là-dessus. Je sais pas, je suis assez brouillon là-dessus, mais c'est vraiment de se dire, t'as raison de poser la question, de se dire, est-ce qu'on est juste dans la poésie ou dans des espèces, on se refait plaisir à écouter les oiseaux et machin et à reconnaître un pouillot véloce, ou est-ce que on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire ce qui est un vrai tissage, quoi, un vrai tissage actif. Et on est entre les deux. Moi, je crois qu'on est entre les deux, même dans les écolieux comme le mien, on est au tout début du truc, quoi. Tu vois, on est des handicapés, quoi, de la sensibilité au vivant qui essayent de retrouver. Alors, on invente des rituels bricolés, tu vois, parce qu'on a tout perdu, quoi. Donc tu es obligé de rebricoler des rituels pour essayer de retrouver ces perceptions, ces sensibilités. On n'a plus d'odeur, on n'arrive plus à sentir les choses, on n'arrive plus à sentir les plantes aromatiques, on n'arrive plus à sentir les fleurs, on ne sait pas goûter, on ne sait pas ce qu'on peut goûter. Tu vois, il y a plein de fleurs qu'on peut manger, on ne sait pas lesquelles on peut manger. Enfin,
on part de zéro, voilà, on part de zéro, quoi. On comprend rien à ce que fait un chamois, on comprend rien à comment vit un renard, tu es obligé de tout réapprendre, de lire de l'éthologie pour savoir pourquoi il fait ça, pourquoi il laisse les crottes en évidence sur les pierres, qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi cet animal, il met lui toutes ses crottes sur les pierres, tu vois, voilà. Donc on bricole, quoi, on est là à galérer, à essayer d'avancer, quoi. Mais c'est vrai que si cette sensibilité au vivant revient, je pense que mécaniquement, la protection, ce qu'on appelle la protection de la nature, la préservation de la planète, etc., tout ça sera naturel. On n'aura pas besoin que les GIEC nous sortent des chiffres tous les mois, on fera les choses spontanément, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que revenir par la sensibilité, c'est important. Alors, on va partir sur un autre sujet complètement. Je l'ai mentionné dans votre présentation la semaine dernière, mais vous avez cofondé un studio de jeux vidéo, Don't Nod Entertainment. Tout d'abord, comment est-ce que vous est venue cette ambition, cette idée de vous lancer dans les jeux vidéo? C'est venu d'un sentiment d'impuissance ou c'est venu d'un sentiment d'avoir déjà un public trop circonscrit, trop fermé dans mes livres. Bon, moi, j'ai eu la chance que mes livres aient beaucoup marché, mais j'ai un public qui, en réalité, est très situé. Je le voyais encore hier, j'étais au Bouffe du Nord, je vois, c'est souvent des gamins, on va dire, entre 20 et 35 ans, gamins et gamines, et qui cherchent une pensée politique, qui cherchent une narration forte, des personnages forts, etc., mais qui sont la plupart du temps, c'est des blancs, faut dire les choses, quoi. C'est des blancs qui ont fait des études, c'est des blancs qui sont bac plus 4, bac plus 5, qui sont un peu de ces catégories déclassées, j'ai envie de dire, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de savoir, beaucoup d'intelligence, et on va leur donner des boulots de merde, donc ils ont aussi un besoin de se déployer, de lire des choses qui sont riches. Mais moi, dans les salles, mais c'est pareil sur les concerts que j'ai faits, sur toutes les rencontres que je fais, je peux compter les blacks qu'il y a dans la salle, hein, je peux compter les arabes qu'il y a dans la salle, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc c'est un public qui est quand même assez situé, quoi, voilà, qui est le public éduqué et politisé, de gauche, qu'on connaît bien, quoi, voilà, et ce public est génial, et je suis très content que ces gens-là soient là, et je suis très content de les aider à se construire aussi dans leur pensée, dans leur combat. Mais j'avais vraiment le sentiment que je touchais rien du tout en dehors de ce public-là, quoi. Et que le jeu vidéo, qui est le médium pour moi, le plus mainstream, en réalité, qui touche le plus de gens et qui touche surtout un public auquel moi, je n'ai absolument pas accès en réalité, quoi. Et je me suis dit, je voudrais amener la conscientisation politique, je voudrais amener une approche politique aux jeux vidéo, voilà. Et il se trouve que j'ai rencontré ces gens, il y avait 4 personnes qui étaient déjà là, qui voulaient monter un studio, et ils cherchaient quelqu'un capable de scénariser. Et je leur ai dit OK, je me suis investi dans la boîte, et on a monté cette boîte, Don't Nod, où on était 5 au début, et puis quand je suis parti, moi, on était 80, aujourd'hui ils sont 300, quoi. Donc ça a été un gros succès de société, on va dire. C'était une start-up, faut dire les choses, les gros mots, quoi, puisqu'on a embauché une personne par semaine quasiment pour la première année, quoi. Donc c'était ouf, quoi. Toutes les semaines, on faisait des entretiens et des gens étaient embauchés. C'était passionnant, l'aventure était passionnante. Moi, j'aurais dit, je reste 3 ans, je vous construis tout, l'univers, le scénario pendant 3 ans, donnez-moi une équipe. J'avais une équipe de 8. Donc j'avais embauché les gens, et on a monté cet univers qui s'appelait Remember Me, qui était un monde où 2084, né au Paris, et là on a un appareil qui permet, alors c'est vraiment du cyberpunk pur, d'enregistrer tous les souvenirs que tu vis et les transmettre aux autres. Donc c'est la digitalisation de la mémoire, la numérisation de la mémoire. Et donc on achète des souvenirs, on les trafique, on les hack, etc. Tu joues un personnage qui hack les souvenirs des autres. Donc c'est ça, c'est de l'action-aventure, c'est un univers fermé. Donc c'est une sorte de tunnel, un peu d'action, mais même si tu peux te balader dans la ville. Donc c'était super à faire. Mais j'avais cette ambition vraiment de dire, j'amène un contenu réflexif, spéculatif, fort, sur qu'est-ce que ça veut dire acheter de la mémoire, vendre de la mémoire. Pour moi, c'était déjà sur les trafics de l'intimité aussi sur les réseaux sociaux, c'était sur le contrôle des tendances sociales, sur le marketing des tendances, que comme ils ont accès à toutes les mémoires et aux souvenirs, tout ce que les gens stockent de positif ou de négatif dans leur vie, ils savent à peu près où en est la société. Et tu as une espèce de banque mémorielle qui joue là-dessus. Donc il y avait vraiment une réflexion là-dessus, sur l'accès à l'intime, sur le viol de l'intimité, sur l'utilisation de l'intimité, sur l'exposition, et je trouvais le thème très, très riche, mais malheureusement dans le jeu, on voit très peu de ça, quoi. Puisque ça reste dans le gameplay un jeu de combat, ce qu'on appelle mêlée combat, c'est un combat avec plusieurs adversaires à la fois. Ça reste ce qu'on appelle le traversal, c'est-à-dire que tu grimpes sur les murs, tu te déplaces, etc. Il y a des jeux aussi d'un peu de casse-tête à l'intérieur, etc. Donc ça a été une frustration, malgré tout. Moi, je le vis comme ça, avec le recul. C'était passionnant et en même temps très frustrant, parce que je pense que j'ai abordé le médium avec mon approche de romancier.
Et mon approche de romancier était de dire, je vous tisse tout l'univers derrière. On avait 1000 pages de bible narrative quand même, c'était hallucinant. On avait tout refait. Comment on mange en 2084, comment on se divertit en 2084, quelles sont les technologies en 2084, quelle était la géopolitique entre 2010 et 2084. Enfin, c'était hallucinant tout ce qu'on avait fait avec l'équipe. C'était magnifique comme boulot. Mais tu vois 3% de ça dans le jeu, quoi. 2-3% de ça. Tu as une narration environnementale qui te permet d'en parler. Tu as l'histoire, effectivement. Mais en réalité, si ton gameplay porte pas ton enjeu politique, tu peux pas faire passer l'enjeu politique. Donc pour moi, c'est la leçon que j'ai. Et c'est une leçon très simple, c'est une leçon pour tous les médiums que tu abordes. Si tu fais du théâtre, tu peux construire une pièce de théâtre que si tu as le sens des relations. C'est un art relationnel, le théâtre. C'est le cœur du théâtre, l'enjeu du théâtre, c'est la relation. Si tu n'as pas quelque chose de fondamentalement fort à dire sur la relation, ne fais pas une pièce de théâtre, tu vois. Et le jeu vidéo, bah, c'est la mécanique de jeu, c'est le fameux gameplay. Si tu n'as pas un gameplay qui va porter ton concept politique, qui va incarner le concept politique profondément, et ben c'est mort, quoi. Tu vois, voilà, c'est mort. Et c'est très dur de trouver un gameplay qui a une vertu politique directement, quoi. Donc, moi, j'ai adoré le faire. J'espère que ça a passé quand même quelques valeurs politiques. J'espère que les gens qui ont joué à ce jeu-là, ça les a quand même secoués sur un certain nombre de thèmes qu'on aborde, et que ça a été chercher, voilà, ce public que moi, je touche pas, quoi, tu vois, et que... Donc voilà, c'était une des raisons. Je voulais, c'était pareil sur les concerts, c'était pareil sur d'autres médiums que j'ai abordés, c'est-à-dire de dire, j'ai pas envie d'être juste un auteur qui est validé dans voilà, ses convictions politiques de gauche, très belle, machin, et qui en fait va pas du tout chercher, est tranquille dans son petite bulle de public, même si ce public est très grand, mais c'est quand même une bulle de public. Ouais. Alors du coup, toujours sur les jeux vidéo, dans une interview pour France Culture, vous déploriez le fait que l'éducation nationale n'enseigne pas les différents types de jeux vidéo. On n'enseigne pas ce que c'est une courbe d'apprentissage, un gameplay, une mécanique de jeu. Et vous expliquez qu'en fait, les jeux vidéo, ils sont facteurs d'émancipation très fortes et qui sont aussi des modes de construction pour l'adolescent qui sont très forts. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur les jeux vidéo comme facteurs d'émancipation ? Ouais, pour moi, c'est un aspect ultra important parce qu'on a eu, maintenant, ça commence à passer, mais quand même, dans l'univers, on va dire, intello, dans les sphères intellectuelles, etc., et surtout en France, il y a eu quand même, pendant très longtemps, cette idée, ce cliché que les jeux vidéo, bon, bah, c'était du divertissement, c'était des modes d'aliénation par le divertissement. Donc, tout ce qui te divertit se sort de la voie par étymologie, et que ça valait pas le coup de s'investir là-dedans. Et de réfléchir à ce que ça a amené. Bon, et maintenant, il y a eu beaucoup de livres là-dessus, il y a eu beaucoup de réflexions, et tu te rends compte, oui, que c'est des gros facteurs d'émancipation. Donc, dans l'émancipation, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le fait qu'il y a effectivement des courbes d'apprentissage, c'est-à-dire que les jeux vidéo t'apprennent quelque chose, et ils t'apprennent en jouant, et il n'y a rien de mieux que d'apprendre en jouant, il n'y a rien de plus stimulant que d'apprendre en jouant, donc très très vite, tu vas apprendre parce que tu as envie de passer les différentes étapes du jeu, et du coup, eh ben, ça va te libérer parce que tu acquiers des puissances, quoi. Notamment, je te parle de la spatialisation, par exemple. Si tu veux jouer à beaucoup de jeux, notamment en milieu ouvert, si tu n'as pas la capacité de mémoriser les différents lieux, de te déplacer, de spatialiser, de mentaliser toute la carte, toute la map du truc et tout le level design qu'il y a à l'intérieur, bah, tu ne vas pas t'en sortir, quoi. Donc, je trouve que ça te fait acquérir, des fois, c'est ultra fatigant, ça te fait acquérir des capacités, si tu veux, de t'orienter, de te spatialiser, d'aller d'un point à un autre, etc., et de mentaliser tout ça en toi, qui sont ultra précieuses, je trouve, qui sont vraiment riches. Après, tu as des capacités de dextérité, tout simplement, que tu acquiers à la manette, et qui sont intéressantes, qui sont propriétativement intéressantes, je trouve, quoi, qui peuvent t'aider ensuite à faire d'autres choses dans le monde réel, où tu vas être dextère aussi. Tu as des capacités, pour moi, imaginaires, qui sont ultra développées, et dans tous les jeux de fantasy, dans tous les univers ouverts, il y a vraiment des choses magnifiques que tu peux maintenant vivre. Tu as des capacités narratives que ça déploie, c'est-à-dire que tu suis une histoire, tu acquiers des choses, et tout simplement, tu vis des émotions, quoi. C'est-à-dire que l'immersion que te permet le jeu vidéo, elle est quand même extrêmement intense, elle est plus intense pour moi que le cinéma, elle est plus intense parfois que la lecture des romans aussi, parce qu'elle engage le corps. Alors, elle engage le corps visuellement, elle engage le corps auditivement, elle engage le corps tactilement, par le toucher et par la manipulation. Et le fait que tu manipules, ça crée une mémoire corporelle qui est très forte, alors que quand tu es au cinéma, bah, la mémoire corporelle, oui, c'est le son et l'image, quoi, si tu veux, mais c'est une mémoire à distance, quoi. Le corps, il est assis sur son putain de fauteuil en velours rouge et il bouge pas et il est en température climatisée, il éprouve rien, le corps. Tout passe par l'audiovisuel. Dans le jeu vidéo, il y a vraiment une espèce de côté haptique comme ça, une espèce d'inclusion, le muscle, les nerfs, le
le couplage de l'audiovisuel à l'action crée une autre mémoire. Une mémoire qui est protocorporelle pour moi. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc tu as des souvenirs en jeu vidéo, des fois, qui sont. Moi j'avais joué beaucoup à Uncharted, par exemple, jeu de vidéo d'action en voiture. Et ça me laisse vraiment des souvenirs, quoi. C'est-à-dire que j'ai éprouvé des choses, j'ai eu peur, j'ai surmonté des peurs, j'ai réussi à trouver des solutions, j'ai réussi à. Et cette émotion, elle est passée, elle s'est inscrite et elle crée quelque chose, quoi. Elle crée un vécu, en fait. Et dès que ça crée un vécu, c'est intéressant, je trouve. Dès que ça crée un vécu, ça veut dire que ça va t'aider aussi à te construire. Donc, faut pas que ce soit des univers de merde, faut pas que ce soit des univers appauvris, ni en termes de valeur, ni en termes d'esthétique, etc., ni en termes relationnels. Mais quand c'est des univers intéressants, moi, je trouve ça très, très riche. Donc, il y a un vrai facteur d'émancipation. Il faut surtout pas empêcher les gamins de jouer. Par contre, il faut les éduquer à jouer aux jeux qui sont intéressants, dont les courbes d'apprentissage sont intéressantes, et pas aux jeux addictifs qui vont être des cycles dopaminiques dont on sait qu'ils sont tendanciellement décroissants. Et donc, c'est ça qui crée l'addiction. C'est-à-dire que plus tu joues, moins tu as de plaisir. Donc, plus tu joues pour essayer de retrouver le niveau de plaisir, exactement comme dans les drogues que tu as eu au départ, quoi. Donc, tous les trucs comme, je dis n'importe quoi, Angry Birds, Candy Crush, même les Tetris, les jeux comme ça, les 2048, les trucs que tu vois les gens jouer à ça, tu as envie de leur dire, là, vous êtes en train de vous bousiller vos circuits neuronaux, vous activez des frayages qui sont récurrents et à la fin, en plus, ça développe des frustrations hallucinantes, quoi. Alors que tous les jeux en milieu ouvert, moi, je trouve, sont très forts, quoi. Tu vois, voilà, on peut citer, je sais pas, Zelda, Shadow of the Colossus, on peut citer, je sais pas, Red Dead Redemption pour parler des jeux auxquels moi j'ai joué. Voilà, c'est génial. Franchement, ça permet des choses incroyables, même Assassin's Creed, même si le côté orienté sur assassinat, machin, je trouve ça un peu relou, quoi. Mais voilà, je parlerai pas des shoot'em up parce que moi, j'aime pas du tout les jeux où l'objectif c'est de tuer des gens et d'apprendre à maximiser ta capacité à tuer des gens, même si c'est du jeu, quoi. Donc il y a quand même des choses vraiment, vraiment, vraiment belles. Et après, tu as des jeux intelligents, tu as des jeux indépendants, tu as des jeux très politiques. Tu vois, comme le jeu que c'est Gris, là, qui était sorti, qui était très beau politiquement, ou Flower, des jeux comme ça. Tu fais, waouh, ok, quoi. Tu vois, il y a vraiment des choses que ça te laisse, quoi. Donc, ouais, c'est un médium magnifique, quoi. C'est un médium magnifique. Mais vraiment, c'est très difficile à maîtriser parce que créer un gameplay, c'est très difficile. Moi, je peux te dire que sur Remember Me, on avait créé ce gameplay du Memory Remix, c'est-à-dire où tu remixais la mémoire des gens. C'était un gameplay complètement neuf que personne n'avait jamais exploré. On a galéré comme des malades pour le mettre en place, quoi. Et à la fin, honnêtement, le gameplay, il est pas ouf, quoi. Il fonctionne pas très bien, quoi. Parce que c'est régler un gameplay, c'est des bêta-tests infinis, c'est super difficile. Parce que le joueur est libre, donc il doit, dans sa liberté, jouer comme il a envie de jouer. Et toi, tu dois tester si toute la sphère de la liberté, tout le spectre de liberté qu'il est capable de faire rentre dans ton jeu et si ça produit ce que toi, tu as envie que ça fasse, quoi. Et trouver un bon gameplay, le rendre fonctionnel, le rendre drôle, c'est rare, quoi. Merci beaucoup, Alain Damasio. On arrive à la fin de ce podcast. Et juste pour conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Qu'est-ce que vous allez faire demain pour continuer d'affronter le monde ? Wow, c'est très fort. Bah, je vais continuer ce que je fais là-haut dans les Alpes d'Haute-Provence, c'est-à-dire dans cette ZEST, là, cette zone d'expérimentation sociale terrestre enchantée, comme on l'appelait, on adore les acronymes. Donc, on va continuer à expérimenter parce que je considère que l'expérimentation est la seule façon de vraiment faire que les gens changent leur mode d'être, changent leur façon de vivre, changent leur vision politique. Donc, on va continuer à faire de ce lieu un lieu de transformation. J'espère que c'est un lieu de transformation politique et on va continuer à faire en sorte que ça le soit. On va essayer de déployer quelque chose qui soit plus social, voilà, qui aborde des publics qui soient plus variés que ce qu'on a aujourd'hui encore, qui est encore des publics très, très créatifs, très artistes, et c'est très chouette, mais on va pas chercher des gens qui auraient vraiment aussi besoin, je crois, de venir là-haut et de découvrir cette culture du vivant qu'on veut nourrir et cette culture politique aussi qu'on essaye de nourrir. Donc on essaye toujours d'articuler art, politique, écologie là-haut, faire en sorte que ça continue d'être un lieu de vie et de joie, parce que les gens, ça c'est incroyable. Moi je dis, voilà, on a créé un lieu qui rend les gens heureux. Moi, je voulais créer un lieu qui change les gens politiquement, donc c'est pas exactement la même chose, mais déjà, ça rend les gens heureux, c'est pas si mal. Ouais, j'ai envie que ça avance là-dessus, tout en moi, voilà, personnellement, pouvant essayer d'écrire mon 4e roman. Moi, je vais essayer de faire en sorte que ces zones d'expérimentation existent un peu partout, voilà, en France, qu'on les aide, quelle que soit leur forme. Donc, ça peut être anarcho, ça peut être communaliste, ça peut être communiste, ça peut être des trucs même plus sociaux-démocrates, etc. Ça peut être de l'habitat partagé, ça peut être des oasis, ça peut être des trucs un peu bobos, ça peut être des trucs très, très autonomes, très totaux.
peu importe. Moi, je suis pas, voilà, je donne pas de leçons de morale aux gens là-dessus, mais qu'ils expérimentent, qui tentent des choses, qui tentent des modes de vie, qui tentent des économies du gratuit, qui tentent des façons de se relier, de faire du don contre don, qui tentent de sortir du capitalisme, voilà, qui tentent de faire les choses bien, et voilà, aider à ça par ma notoriété, par mes livres, par mes actions, voilà, moi j'aime bien l'idée d'expérimenter, ouais, d'aider à expérimenter. Ouais. Merci beaucoup. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Emma Chiniera.